Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo du Gazier. Aujourd'hui on va parler de la coupe parasternale grand axe. On va d'abord voir comment est-ce qu'on obtient cette coupe, quelles sont les structures qu'on peut voir et comment les analyser. Pour commencer, on va prendre un patient qu'on va positionner en décubitus dorsal et idéalement en décubitus latéral gauche, autrement dit en PLS avec le bras gauche derrière la tête, ceci afin d'optimiser la visualisation du cœur. Ensuite, on va prendre la sonde d'échographie cardiaque qu'on va les positionner au niveau du troisième ou quatrième espace intercostal gauche, le long du bord gauche du sternum, avec par convention le repère situé sur le côté de la sonde, orienté vers l'épaule droite du patient. On va donc couper le cœur de manière longitudinale, avec le faisceau d'ultrasons, comme ceci. Sur une coupe anatomique, on retrouve donc le ventricule gauche ici, le ventricule droit, l'aorte ascendante, l'oreillette gauche. On retrouve la valve aortique et la valve mitrale. Alors on voit aussi les piliers de la valve mitrale ici, reliés à celle-ci par les cordages. Sur l'échographe, on retrouve nos cavités. On retrouve le ventricule gauche ici, le ventricule droit, enfin une partie du ventricule droit, c'est la voie d'éjection et l'infundibulum pulmonaire, l'aorte ascendante et l'oreillette gauche. On retrouve également l'aorte descendante en coupe transversale. On la reconnaît car elle est extra-péricardique. En effet, on voit ici le péricarde postérieur et en haut on voit le péricarde antérieur. Le critère de qualité de la coupe parasternale grand axe, c'est d'avoir le septum interventriculaire le plus horizontal possible et ne pas voir la valve tricuspide au niveau des cavités droites. Sur cette coupe, il ne faut pas chercher à voir l'apex du VG car souvent il est tronqué. On retrouve nos deux valves, la valve aortique et la valve mitrale. Vous savez que la valve aortique elle est tricuspide, elle a 3 cuspes. On retrouve sur cette coupe 2 cuspes. Tout d'abord la cuspe antéro-droite et la cuspe postérieure. En revanche, la valve mitrale elle est bicuspide, on n'a donc que 2 cuspes. La grande valve mitrale ou la valve mitrale antérieure, ici, qui est la plus proche de la valve aortique et du septum interventriculaire, et la petite valve mitrale postérieure. Concernant la segmentation du ventricule gauche, on a la paroi antéro-septale ici, vascularisée par l'IVA, et la paroi inférolatérale ici, principalement vascularisée par la circonflexe. Maintenant qu'on sait reconnaître les structures, on va voir comment les analyser et quelles sont les mesures à faire. On va commencer par analyser le ventricule gauche. On va regarder sa cinétique globale, est-ce qu'il se contracte bien et visuellement, est-ce que sa FEVG est préservée ou au contraire effondrée. Ensuite, on va aller évaluer la cinétique segmentaire. On va regarder la contractilité des deux parois, de la paroi antéroseptale et inférolatérale ici. On va regarder si elle se contracte bien, moins bien ou pas du tout. Ensuite, on va pouvoir aller faire des mesures avec le mode temps-mouvement. Tout d'abord pour mesurer le diamètre télédiastolique et télésystolique du ventricule gauche, qui va nous dire si le VG est dilaté. Ce mode TM va aussi nous permettre de mesurer l'épaisseur des parois du ventricule gauche pour savoir s'il existe une HVG. Voici un bon exemple d'HVG avec une hypertrophie importante de la paroi antéroseptale et inférolatérale, probablement dans le cadre d'une cardiomyopathie hypertrophique. Le risque est qu'il peut exister une obstruction de la voie d'éjection par un bourrelet septal sous-aortique ou par un mouvement antérieur de la valve mitrale. Si on veut avoir une évaluation numérique de la contractilité globale du VG, on peut calculer la FRS, c'est-à-dire la fraction de raccourcissement de surface du VG, à l'aide du diamètre télédiastolique et télésystolique du VG. Alors, cette mesure est très rarement faite en réanimation, car elle nécessite une bonne échogénicité, elle nécessite que les parois soient normocontractiles. Maintenant, on va s'intéresser au ventricule droit. On va commencer par regarder sa contractilité globale, sachant qu'on ne voit qu'une partie, on ne voit que l'infundibulum pulmonaire. Puis on va regarder sa taille pour savoir s'il est dilaté. Alors un bon repère visuel, c'est de voir si le VD a l'air plus gros que l'aorte ascendante ou que l'oreillette gauche. Enfin, on va voir s'il existe un septum paradoxal, surtout si le VD est dilaté.
Visuellement, ça se voit si le septum interventriculaire bombe vers le VG en diastole. En voici un bon exemple. Sur cette coupe, tout d'abord on voit que le VD se contracte très peu. Il est surtout très dilaté. Le VD est beaucoup plus gros que l'aorte ascendante et que l'oreillette gauche. Et on voit aussi un beau septum paradoxal. On va maintenant s'intéresser aux deux valves, à la valve aortique et à la valve mitrale. On va d'abord observer leur ouverture et leur fermeture. Est-ce qu'il existe un prolapsus ou une restriction? Et ensuite, avec le Doppler couleur, on va aller voir s'il existe une fuite aortique ou une fuite mitrale. Et si l'on voit suffisamment bien, on peut essayer de voir s'il existe une lésion suspecte d'endocardite sur les valves. On voit par exemple ici une belle fuite aortique, une insuffisance aortique et une fuite mitrale. On continue par l'analyse de l'aorte ascendante. On va commencer par mesurer le diamètre de la chambre de chasse du ventricule gauche, qui va rentrer en compte dans le calcul du débit cardiaque avec l'ITV sous-aortique mesuré en couple 4 cavités. Pour ce faire, il faut zoomer sur la chambre de chasse du ventricule gauche et mesurer le diamètre entre l'insertion des deux sigmoïdes aortiques. Cette mesure doit être faite en systole, c'est-à-dire valve aortique ouverte. Ensuite, on va mesurer le diamètre de l'aorte ascendante pour rechercher une dilatation. On va mesurer son diamètre au niveau de 3 segments. Le segment sinusal entre les deux sinus coronaires, la jonction sinotubulaire et la portion tubulaire. La mesure de ces 3 segments doit être en revanche faite en télédiastole, valve aortique fermée. On finit l'analyse de notre coupe parasternale grand axe par la recherche d'un épanchement péricardique ou pleural gauche. Pour voir s'il existe un épanchement péricardique, on va regarder s'il existe un espace libre d'écho au niveau du péricarde antérieur ou du péricarde postérieur. S'il existe un épanchement péricardique antérieur, on va regarder s'il y a une compression des cavités droites qui peut se voir par une encoche au niveau du ventricule droit. Il est parfois difficile de faire la différence entre un épanchement péricardique postérieur et un épanchement pleural gauche, car dans les deux cas, on retrouve un espace libre d'écho en arrière du cœur. Pour différencier les deux, on va prendre un point de repère qui va être l'aorte descendante. On a vu qu'elle était extra-péricardique, et donc tout ce qui va se trouver à son niveau ou en arrière de celle-ci va donc être à l'extérieur du péricarde et donc potentiellement dans la plèvre gauche. C'est-à-dire que si on observe une zone libre d'écho ou hypoéchogène en arrière de l'aorte descendante, c'est potentiellement un épanchement pleural gauche. En revanche, si on voit un espace libre d'écho en avant de l'aorte descendante, il est intrapéricardique et donc c'est un épanchement péricardique postérieur. Sur cette image, on voit un épanchement péricardique circonférentiel. En effet, on voit un espace libre d'écho en arrière du cœur qui se trouve aussi en avant de l'aorte descendante. C'est donc un épanchement péricardique postérieur qui s'étend en antérieur et on peut voir qu'il existe une compression des cavités droites avec une encoche systolique du VD. Voilà, c'est terminé pour la coupe parasternale grand axe. J'espère que ça t'a plu et que tu as appris des choses. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.